Merci Tiffaine. Du coup, avec Romain, on fait partie d'un cabinet de recrutement qui s'appelle Urban Linker, qui est spécialiste dans le digital. On est sur le marché depuis à peu près un peu plus de 11 ans maintenant. Et on voulait vous parler un petit peu de tout ce qui est process de recrutement et onboarding pendant la période du confinement et même après la période de déconfinement, parce qu'on sait très bien qu'il y aura encore une grosse période de télétravail. Donc l'idée, c'est de pouvoir vous donner un peu des situations, ce qu'on a pu observer auprès de nos clients, avec un peu de théorie sur comment organiser un bon process de recrutement et un onboarding pendant cette période un petit peu exceptionnelle, et suivi après de questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat et on pourra vous y répondre même au fur et à mesure. Voilà, du coup, je vais laisser Romain prendre la parole et commencer le webinaire. Bonjour tout le monde. Alors, comme l'a dit Marie, moi c'est Romain. Je travaille donc chez Urban Linker depuis un peu plus de 3 ans. Sachant qu'Urban Linker, on est implanté à Paris et Lyon. Et moi, en fait, je chapeaute l'entité lyonnaise. L'idée, en fait, c'est que aujourd'hui, on est au plus près des entreprises, justement, de nos clients PME, start-up, qui sont confrontés au même problème que tout le monde, à savoir la crise sanitaire actuelle et notamment le confinement. L'idée, en fait, voilà, c'est de voir ensemble, de discuter, vous donner un peu de visibilité sur ce que font nos clients, les entreprises qu'on a pu observer et également pouvoir échanger, si vous le souhaitez, sur des cas que vous rencontrez, des questions que vous pouvez vous poser, etc., etc. Sachant que bon, on n'a pas énormément de recul, hein, puisque ça fait à peine un mois et demi que le confinement est en place. Donc là, on a essayé de répertorier un petit peu tout ce qu'on a pu observer de bonnes et entre guillemets aussi mauvaises pratiques. Je vais vous partager l'écran tout de suite, comme ça on va démarrer la presse. Hop. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on a la presse en fond? Ouais, 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 c'est bon. Ok. Euh, Allons-y. Alors, c'est parti. Déjà, dans un premier temps, la question que tout le monde a dû se poser, enfin toute entreprise a dû se poser, c'est est-ce qu'on recrute ou est-ce qu'on recrute pas pendant cette période-là? L'idée de ce webinar, c'est pas forcément de répondre à cette question. En fait, c'est plus, comme je le disais, de vous donner de la visibilité sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement dans la mesure où on souhaite recruter. Sachez qu'aujourd'hui, on a certains de nos clients qui ont stoppé les recrutements volontairement, mais on en a aussi une bonne partie qui les ont maintenus pour diverses raisons, parce que bon, peut-être peu impactés par la crise directement, mais aussi parce que le recrutement reste une priorité et on n'a pas forcément entre guillemets de visibilité sur ce qui va se passer par la suite. Donc voilà, c'est pas une cause qui remet en tout cas en question le recrutement. Pour ça, on va parler, je vais vous faire dans un premier temps, un petit feedback marché assez rapide pour vous donner un peu de visibilité sur ce qui s'est passé de notre point de vue. On parlera un peu process de recrutement aussi, qu'est-ce qui est mis en place par les entreprises justement pour s'adapter au contexte. L'onboarding aussi, comment on intègre des candidats à distance, parce qu'il y a des recrutements qui ont été actés avant le confinement, dont les démarrages devaient s'effectuer en avril, qui pour la plupart ont été faits et on va vous donner un peu de visibilité aussi sur comment ça peut s'opérer. Et après, on parlera, on parlera un peu de cas concrets. Si vous avez des questions, même des suggestions, vous êtes les bienvenus justement pour manifester. L'idée, c'est aussi de pouvoir enrichir un peu le contenu par rapport aux expériences de chacun. Donc, je vais démarrer par la partie marché. Le marché, déjà, donc à partir du moment où l'annonce du confinement a été faite par le président, il y a eu une évolution qui a été, je pense, observée par tout le monde. La première, c'est il y a eu une forte zone de doute en fait la première semaine. Toutes les entreprises ne savaient pas trop si, je sais pas si on peut dire si c'était du sérieux ou pas, mais en gros, beaucoup de questionnements. Est-ce qu'on va travailler, est-ce qu'on va pas travailler, qui est concerné par le télétravail, etc.
finalement, tout le monde s'est rendu assez vite compte que c'était quelque chose voilà, d'important et de sérieux et qu'il fallait vraiment s'y mettre. Donc, il y a eu une première semaine vraiment d'organisation, de compréhension un peu de la situation. Ensuite, on a observé, nous, de notre côté, que à partir de, notamment des deuxième et troisième semaines, il y avait une sorte de période de doute sur comment va évoluer le marché. On a entendu un peu de tout sur les entreprises vont faire faillite, etc. Parce que forcément, peu de, c'est une situation inédite, donc personne ne sait vraiment comment ça va se passer. Et oups, depuis en fait l'annonce, on va dire du déconfinement, depuis un peu justement quand on a eu un peu plus de visibilité sur la situation, on a observé qu'il y a une sorte de reprise. Les entreprises ont accepté, on va dire, la situation, et celles qui ont été, on va dire, peu impactées par l'entreprise, par la crise, ont pu reprendre leur activité. Et donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est justement de parler recrutement. Comment réagissent les entreprises justement à la crise au niveau des recrutements? Il y a eu forcément un coup d'arrêt à l'annonce du confinement. On a eu la plupart de nos clients qui ont pris le temps justement de se poser et de réfléchir à savoir est-ce que c'est la priorité ou pas. Et donc là, on a eu plusieurs issues, hein. On a eu des entreprises qui ont gelé les recrutements, on a eu des entreprises qui ont carrément arrêté pour l'année. Il y en a d'autres qui les ont reportés à la période en fait de reprise et d'autres qui les ont maintenus. Qu'est-ce qui a fait la différence entre tous ces acteurs-là? Pour nous, il y a trois choses. Il y a déjà l'impact au niveau de l'activité. Forcément, il y a des entreprises qui ont été plus impactées que d'autres. Et par l'impact, en fait, il y a deux facteurs à prendre en compte. Il y a déjà le secteur d'activité dans lequel se trouve l'entreprise, notamment des entreprises qui sont dans le domaine du tourisme ou dans le domaine de la mobilité ont forcément été plus affectées par justement le confinement et la crise. Et en parallèle de ça, on a aussi le modèle économique de l'entreprise qui est à prendre en compte. On a observé de notre côté que les entreprises qui étaient sur des forts volumes de recrutement, type ce qu'on appelle les scale-up, donc les startups qui recrutent en masse, ont mis un gros coup d'arrêt justement au recrutement en cours parce que on n'avait pas assez de visibilité et donc les entreprises se sont dit on met la trésorerie, on va dire, dans le coffre en attendant que justement que la situation se dégage un petit peu et on gèle tous les recrutements. Donc voilà, en gros, nous, ce qu'on observe de notre point de vue en tant que recruteur, c'est que le secteur de ce qu'on appelle tech et digital donc toutes ces entreprises-là sont moins touchées que d'autres secteurs, comme par exemple tout ce qui est la construction, forcément, parce que voilà, c'est des entreprises qui ont des facilités en tout cas à travailler, à fonctionner en télétravail. Je prends l'exemple aussi de nous chez Urban Linker, on fait du recrutement. Bon, le télétravail était assez facile à mettre en place. On a pris nos ordinateurs, on est rentré chez nous et on a mis en place un certain nombre d'outils dont on parlera tout à l'heure justement pour faciliter la collaboration. Dernière chose sur le marché, c'est la réaction des candidats aussi face au recrutement. Là, pareil, c'est un peu vous donner de la visibilité sur l'observation qu'on a pu faire au niveau des candidats. Il y a eu forcément il y a des questionnements chez les candidats sur deux aspects qui sont le timing et l'éthique. Est-ce que c'est le bon moment pour changer d'entreprise? Est-ce que c'est le bon moment pour quitter un emploi stable, un CDI, et partir sur une période d'essai? Et en parallèle de ça aussi, est-ce que c'est est-ce que est-ce que c'est éthique finalement de partir alors que voilà, on est dans une période de crise et de laisser finalement mon entreprise dans cette situation? Euh, je vous avoue en toute transparence que nous, d'un point de vue de recruteur, on s'est posé ces questions-là quand il s'agissait de contacter des candidats. Voilà, on se disait mais comment on va les aborder? C'est un peu délicat. Est-ce que ça va être bien vu? Est-ce qu'on va pas être renvoyé dans les cordes? Donc le temps a passé, on a été obligé forcément de continuer à travailler et en fait on s'est rendu compte que les candidats avec le confinement étaient plus disponibles pour échanger, euh, pas forcément plus à l'écoute d'opportunités, mais en tout cas plus ouverts à nous accorder du temps et je pense que c'est le cas même pour tous les secteurs, hein, juste pouvoir échanger avec des potentiels recruteurs ou des entreprises. Et depuis l'annonce du déconfinement, on observe aussi qu'il y a un peu plus de candidatures aux annonces. Voilà, depuis par rapport au moment où le confinement a été annoncé, il y a eu un stop. Nous, on s'en est rendu compte, hein, on n'avait plus beaucoup de candidatures. Voilà, il y avait même des KPI chez justement
des job boards qui, elles, enregistraient des fortes baisses. Et là, en fait, nous-mêmes, on s'en rend compte que dans la mesure où le marché repart un petit peu pour certaines entreprises, ça repart aussi dans le domaine du recrutement et on a de plus en plus de candidatures. Donc voilà un peu pour le feedback marché. On pourra en rediscuter avec plaisir tout à l'heure si vous avez d'autres feedbacks à apporter aussi. Là, on va se concentrer vraiment sur le processus de recrutement, en partant du principe que donc là, vous êtes dans une phase de recrutement, vous avez choisi de continuer. Euh, vous avez contacté des candidats ou alors vous avez rédigé des annonces dans lesquelles vous avez mentionné justement que vous avez mis en avant en tout cas que la situation actuelle ne vous affecte pas et que au contraire vous êtes dans une phase où l'entreprise est en bonne santé. Et je dis ça, c'est important aussi. Il faut se mettre aussi à la place des candidats. On parlait de timing sur le fait que les personnes se demandent si c'est la bonne période. Je pense que là, à partir de là, il faut déjà être rassurant dès le début auprès des candidats, quitte à refaire ces annonces pour expliquer que l'annonce est actuelle, elle a été faite pendant la période du confinement parce que l'entreprise est en bonne santé et qu'elle peut se permettre de recruter. Donc on arrive là, on a eu des bonnes candidatures. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place justement en termes de process? On n'est plus dans le process classique, à savoir comment on organise les entretiens en physique, puisque là, il faut tout faire à distance. Donc, comment on travaille à distance? Déjà, la clé de tout, c'est forcément l'organisation et définir un peu les rôles et les responsabilités de chacun dans le recrutement. Nous, ce qu'on conseille aujourd'hui, c'est de systématiquement désigner un référent dans un processus de recrutement en entreprise qui va être vraiment qui va être en mesure de contacter le candidat de manière fréquente et de faire les feedbacks et d'organiser vraiment le process de recrutement en interne. Je vous donne un exemple tout bête, mais aujourd'hui, vous êtes la personne qui est chargée de contacter le candidat qui a postulé à une annonce. Donc, vous faites un premier échange téléphonique avec qui se passe très bien et vous voulez embrayer sur un deuxième entretien. Et là, ce que vous décidez, c'est de contacter un opérationnel, d'envoyer le CV à l'opérationnel et de lui demander de contacter le candidat. Euh, Bon, vous laissez faire puisque vous avez confiance en l'opérationnel qui est votre collègue. Et en fait, au bout de 4 jours, vous vous rendez compte que ce dernier n'a pas avancé puisqu'il n'a pas pris le rendez-vous avec le candidat et que finalement, on n'a pas avancé. Le candidat est toujours en attente de nouvelles de notre part. C'est pas super pour l'image de l'entreprise et en plus de ça, vous avez perdu du temps de manière un peu inutile alors qu'on aurait pu faire autrement. L'idée de nommer un référent, en fait, c'est que à partir du moment où vous traitez une candidature, c'est que vous allez être en charge de gérer tout le process. Et quand je dis gérer tout le process, c'est organiser l'entretien avec la personne, c'est organiser les feedbacks en interne avec vos opérationnels, justement, c'est fixer les rôles pour éviter que les entretiens soient répétitifs pour le candidat, éviter que les mêmes questions soient posées, éviter que la personne soit testée 3 fois par des personnes différentes et faire avancer en fait justement le process pour idéalement arriver à un recrutement ou du moins à la signature d'une promesse d'embauche. Pour ça, il y a pas mal d'outils qui sont à disposition aujourd'hui et on pourra en parler aussi plus tard si vous le souhaitez. Nous, ce qu'on recommande aujourd'hui, c'est forcément un outil type gestion de projet. En interne, chez nous, on utilise pas mal Trello, qui est un outil qui est hyper bien fait justement pour notamment gérer des projets et notamment des process de recrutement, pour pouvoir en fait, taguer des personnes dans le projet, pour pouvoir mettre en avant l'avancée des process, etc. Donc voilà, là c'est vraiment la première chose, même avant de se lancer dans les entretiens, c'est organiser le process. La deuxième chose, après, quand on parle d'entretien, bon, bah forcément, la visio, là, on n'a pas le choix, on est contraint, donc bon, il n'y a pas de sujet là-dessus. Euh, Quand on est face au candidat, nous, ce qu'on recommande, c'est être clair face aux étapes, clair sur les étapes du process et dès le début du process, en fait, c'est dire au candidat, voilà, il y aura tant d'entretiens. Dans un premier temps, il y aura un entretien avec un opérationnel, ensuite, il y aura un entretien RH, ensuite, il y aura un entretien avec le dirigeant de la société, etc., etc. À vous de voir le process. Nous, ce qu'on recommande aujourd'hui, c'est que, étant donné qu'on est en visio et qu'il y a quand même un biais qui est assez important, puisque il y a pas tout ce qui est non verbal, toutes les choses qui peuvent pas s'observer forcément sur du visio, on propose plutôt de faire des entretiens en one-to-one, quitte à segmenter davantage les process, à rajouter 1 à 2 tours supplémentaires, mais en intégrant d'autres personnes.
Et l'idée, en fait, pour bien fonctionner et être sûr que vous vous trompez pas sur la personne, c'est d'organiser un débrief commun où chacun donne son avis, son point de vue sur la personne, sur comment a été perçu l'entretien, le feeling avec la personne, etc. Voilà pour ça. Ensuite, si on continue, on peut avoir aussi des nécessités, en tout cas pour les profils techniques notamment, ou sur la partie web marketing, de tester les candidats. Et là, on a plusieurs possibilités. Ce qu'on appelle les take-home exercises, c'est-à-dire proposer en gros des devoirs à la personne, donc proposer un projet sur lequel elle va travailler et qu'elle va revenir présenter en entretien derrière. Ou alors, par ce qu'on appelle les whiteboard exercises, là, c'est plutôt parler de créer un projet from scratch ou créer une application from scratch quand on parle de développeur et montrer tout ça lors de l'entretien suivant avec des équipes. Si vous n'avez pas forcément les moyens de le faire comme ça ou vous cherchez autre chose, vous avez aussi des plateformes, notamment pour la partie tech, comme Codility, comme HackerRank, comme Inscrit Coding à un Game. webinaire que je fais en même temps. Ah, pardon, est-ce qu'on peut couper le micro, s'il vous plaît, juste en parallèle? Bon, ça vient de commencer, mais on va voir. Ouais. Ok, bon, on continue. Hop. Ensuite, on a en complément des entretiens, on va avoir forcément des petites choses qui vont s'ajouter pour être sûr qu'on avance de manière, on va dire, assez fluide avec la personne. Nous, ce qu'on recommande forcément, et ça c'est du bon sens, ça se fait aussi dans les entretiens classiques, dans les process classiques, c'est effectuer des prises de référence. Dans ce cas-là, elle est d'autant plus importante et on conseille d'en faire même au moins deux, comme ça on a deux avis externes dans la mesure du possible sur la personne, comment elle est, comment elle peut s'intégrer, etc. Des petits plus aussi qui peuvent aider la personne à se projeter, c'est faire des visites virtuelles des locaux. Donc, en lui montrant des photos, si on en a. Si vous avez une page, pardon, Welcome to the Jungle, c'est aussi montrer cette page-là. Voilà, essayer voilà, d'aider la personne à se projeter au maximum dans l'entreprise, c'est hyper important parce que elle va pas pouvoir le faire en physique et elle va peut-être devoir prendre une décision à distance. Donc, c'est d'autant plus important. Et la dernière chose, c'est aussi favoriser ou essayer de proposer des entretiens informels avec les équipes. Quand je dis entretien informel, c'est à la limite c'est le Zoom avec plusieurs membres de l'équipe où on va pas forcément on va sortir du contexte test, connaître la personne pour plutôt échanger, essayer de rigoler, voilà, essayer de créer vraiment, commencer à créer du lien avec la personne. Euh, Forcément, on acte le recrutement avec la signature d'une promesse d'embauche, avec idéalement une date de démarrage, parce que c'est ce qui va vous permettre aussi de verrouiller le fait que la personne va vous rejoindre. Et enfin, si je peux parler un peu de facteurs de réussite dans ce contexte-là, et là je m'appuie sur justement les dires d'une DRH, notamment de l'entreprise Plateforme SH, qui est un hébergeur de solutions cloud, qui en gros travaille toute l'année en télétravail. Et en gros, c'est une entreprise qui a l'habitude de travailler justement sur de recrutement à distance. Et ce qu'elle explique, c'est vraiment la clé vraiment de la réussite d'un recrutement à distance, c'est être structuré et communiquer beaucoup, quitte même à être dans l'excès pour justement être sûr de faire circuler les informations et que tout le monde est sur la même longueur d'onde, et surtout que le candidat aussi est prêt à rejoindre l'entreprise dans ces conditions. Éviter les répétitions, comme je disais tout à l'heure, en définissant les rôles en amont. Il n'y a rien de pire que d'organiser un entretien et que la personne ressorte d'entretien en ayant rien appris de plus que les entretiens précédents. Et enfin, et ça on le dira jamais assez dans ce contexte, c'est rassurer la personne pour lui dire en fait que tout va bien et que si on avance sur un recrutement, c'est que de notre côté on est stable et que on est ok avec le fait de recruter dans ce contexte. Voilà pour tout ce qui est le process. On va parler onboarding. Donc là, on a fait donc la personne a accepté de vous rejoindre. Elle a signé la promesse d'embauche et on se retrouve donc dans cette période à devoir intégrer la personne à distance. La première étape, c'est ce qu'on appelle le pré-onboarding. Et là, je continue en fait sur le cas de la société plateforme SH, notamment ce qu'expliquait la DRH dans un article. L'idée, c'est que
En gros, dès que la promesse d'embauche est signée, en fait, on démarre déjà l'intégration de la personne et on prépare sa venue. Elle parle de 3 priorités. La première, c'est la partie administrative. Forcément, préparer le contrat, récupérer les informations de la personne, RIB, carte d'identité, etc., pour pouvoir créer voilà les documents d'intégration de la personne. On crée aussi les licences pour tout ce qui est accès au compte, CRM, ATS, tout ce qui va être les solutions enfin, adresse mail, etc., vraiment pour que la personne puisse démarrer dans les bonnes conditions. Et le dernier point, qui est un point clé et qu'on a tendance à négliger pendant cette période-là, c'est le matériel. Comment on gère le matériel, sachant que la personne ne va pas avoir forcément d'interaction physique avec des membres de l'entreprise. Comment on va faire en fait pour que la personne puisse démarrer dès son premier jour avec du matériel dans les bonnes conditions finalement. Là, vous avez plusieurs possibilités. En temps normal, en général, même si la personne démarre à distance, on peut faire une commande et paramétrer l'ordinateur et le faire livrer via diverses plateformes, sites, etc. Là aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même chose puisque il y a beaucoup d'entreprises qui ne livrent pas et on n'est pas sûr aujourd'hui que si on commande un ordinateur, j'en sais rien, enfin voilà, chez notre distributeur, fournisseur, la personne le reçoive dans les temps. Et là alors, comment on peut faire? Plusieurs choses. Donc nous, moi je vous fais un retour un peu de ce qu'on a eu chez les clients. Forcément, la première option, c'est de proposer à la personne d'utiliser son matériel personnel si elle en a un, bien sûr, pour pouvoir travailler dès le premier jour sur des sujets liés à l'entreprise. Là, en l'occurrence, on peut se heurter aussi à des difficultés en termes de connexion, etc. On a notamment des clients qui ont fait livrer des clés 4G pour aider les personnes à améliorer leur connexion justement pour pouvoir être opérationnels dès le début. On a aussi des clients qui ont fait en sorte de mettre à disposition le matériel, soit via un interlocuteur de l'entreprise. On a eu le cas d'un client dont le directeur technique en fait a récupéré le matériel, l'a amené chez lui puisqu'il habitait pas loin justement du candidat qui rejoignait l'entreprise. Et bon, ils se sont rencontrés, ils n'ont pas trop respecté les règles de confinement puisqu'a priori ils ont bu une bière justement sur le moment. Mais en l'occurrence, voilà, ça s'est fait comme ça. On a d'autres clients aussi qui mettent à disposition le matériel dans l'entreprise et qui essaient de respecter au maximum les normes sanitaires, en limitant les contacts. Donc il y a pas mal de choses qui sont possibles, mais pensez simplement à le prévoir en amont pour éviter qu'on se retrouve dans des situations où la personne démarre et n'a pas le matériel. Ensuite, ce que nous explique aussi la personne, la DRH de Plateforme SH, c'est que avant de faire démarrer la personne, ils ont aussi organisé des entretiens informels avec les membres de l'équipe. C'est ce que je disais tout à l'heure, pour permettre déjà à la personne de se sentir, on va dire, intégrée au moment où elle arrive dans l'entreprise. Ensuite, ils ont aussi mis en place le système des parrains. Je sais que ça se fait pas mal dans les entreprises, qui en fait va être là pour répondre aux questions, on va dire de manière un peu informelle, expliquer un peu la culture de l'entreprise. Par exemple, comment on s'adresse à telle personne, comment on fait une demande dans l'entreprise, etc. Attention, le parrain doit être différent du manager qui, lui, va avoir un autre rôle, qui va être là pour former la personne, pour l'intégrer sur sa mission, etc. Donc ça peut être aussi une option. Et le parrain peut être aussi le garant du fait que la personne se sente pas trop isolée pendant la période justement d'intégration, notamment à distance, quoi. Donc voilà, c'est une bonne alternative pendant cette période. Justement, je termine aussi par cette phrase donc de Céline, la DRH de plateforme, qui disait que avant de rejoindre, la personne, elle va recevoir son matériel et en plus de ça, elle va recevoir un petit mot du président et des goodies de la société, qui sont toujours des petits plus en fait, qui montrent à la personne qu'elle est attendue et qui en gros, marque un peu enfin, qui renvoie un peu de la bienveillance auprès de la personne. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont possibles de mettre en place pour justement préparer l'arrivée de la personne. J'enchaîne avec donc les premiers jours. Donc là, on se retrouve dans le cas où la personne a démarré. Tout s'est bien passé. Elle a reçu son matériel, elle a fait connaissance de ses collègues, etc. Ou non, plutôt comment on prépare l'accueil. En gros, ce qui peut se faire et qui est pas mal, nous on l'a fait notamment chez Urban Linker puisqu'on a eu une personne qui a démarré la semaine dernière. L'idée c'est de prévoir un petit déjeuner en visioconférence avec l'équipe
où pareil, l'idée c'est de lancer un peu la journée et de permettre à la personne de connaître tout le monde. Ça, on le répétera jamais assez dans ce contexte-là. C'est hyper important de créer, d'optimiser le lien, la création de liens entre les différents membres de l'entreprise, puisqu'il n'y aura pas d'autres occasions de le faire, étant donné que les personnes ne travaillent pas en physique. La deuxième chose aussi qui est hyper importante, c'est de donner l'accès aux ressources et au support de formation via notamment des drives. Voilà, histoire que la personne ne démarre pas dans des conditions où elle n'a pas elle a pas de support, ou elle sait pas quoi faire en fait, elle n'a pas de tuto sur comment installer tel outil, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment quand la personne démarre. Si je vous parle un peu du cas AFI, où pareil, il y a eu le démarrage d'un profil DevOps pendant le confinement. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est que forcément, hein, les visioconférences, comme j'ai pu le dire à plusieurs reprises, pour faire connaissance des équipes. Il y a un suivi régulier de la part des équipes RH qui se fait plusieurs fois par semaine, notamment au tout début, pour justement s'assurer que tout se passe bien, éventuellement répondre aux questions, voir comment on peut améliorer la situation si jamais on se rend compte que ça fonctionne pas comme ça. Donc voilà, l'idée c'est vraiment optimiser les feedbacks et ne pas, faire comprendre à la personne qu'elle peut se sentir libre de dire quand ça va pas aussi, pour qu'on puisse améliorer la situation. Et dans ce cas-là aussi, en gros, ce qui s'est passé, c'est que le lead technique et le CTO se sont partagés en fait leur temps pour accompagner la personne et l'aider à se familiariser, notamment avec le produit. C'est souvent le cas avec les personnes, notamment les développeurs qui rejoignent une nouvelle entreprise sur un nouveau produit, où il y a quand même une petite mise à niveau technique qui est nécessaire et une organisation à trouver. Et là, en l'occurrence, c'est des passages de relais où on passe une demi-journée avec la personne pour l'aider à apprendre ses marques, quoi. Donc ça, c'était pour la partie premier jour. Un sujet qui est hyper important. Donc a priori, là, tout ce que je vous ai expliqué, la préparation de l'onboarding, tout ce qui va être intégrer la personne, il n'y a pas vraiment de sujet là-dessus, puisque on fait que reproduire ce qu'on fait d'habitude en format télétravail. On fait que le reproduire à distance au final. En revanche, il y a une chose qui est plus difficile à reproduire, c'est diffuser la culture d'entreprise. Typiquement, les petits échanges qu'il peut y avoir au quotidien dans des bureaux, dans un open space, ne peuvent pas se produire de la même façon quand on est à distance. Et là, je peux vous donner un peu de visibilité, hein, notamment sur des entreprises. Ledger, que vous connaissez peut-être, dont le fondateur était dans l'émission, qui va être mon associé. Chez eux, ils organisent des random e-coffee chaque jour. Donc, random e-coffee, c'est quoi? C'est 15 minutes en visio où c'est des personnes un peu qui sont tirées au sort, enfin au hasard dans l'entreprise, qui n'ont pas forcément de lien au niveau des équipes ou des fonctions, et qui se rencontrent pour échanger et discuter de X sujets, peu importe, libre à chacun d'aborder les sujets qu'il souhaite, pour pouvoir justement maintenir un peu cette culture d'entreprise. Chez Klaxit, par exemple, chez eux, c'est plutôt ils organisent un déjeuner visio par équipe par semaine, où l'idée, c'est vraiment de maintenir ce lien aussi qu'il peut y avoir vraiment pour sortir du contexte pur travail, quoi. Si on doit vous donner, je peux vous donner des exemples aussi. Par exemple, chez Urban Linker, nous aussi, et je pense que c'est le cas dans pas mal d'entreprises, on organise aussi des petits rituels où tous les soirs en fin de journée, on a notre CHO, donc Chief Happiness Officer, Mathieu, qui publie des petites vidéos de personnes d'entreprise qui ont accepté de jouer le jeu sur comment la personne vit le confinement, ou diffuser des anciennes vidéos de choses qui ont pu se passer dans l'entreprise, où l'idée c'est un peu de maintenir un peu la vie qu'il peut y avoir habituellement dans l'entreprise. Si je dois vous donner des facteurs de réussite par rapport justement à la notion d'onboarding, il y en a plusieurs. Déjà, la première, c'est de s'adapter à l'expérience du candidat en télétravail. Ça, c'est hyper important. En fait, aujourd'hui, vous pouvez avoir des personnes qui ont déjà de l'expérience en télétravail et pour qui finalement le fait de démarrer à distance ne fait pas peur, parce que elles sont habituées à le faire. Mais en revanche, vous avez des personnes aussi qui ne l'ont jamais fait. Et dans ces cas-là, il faut vraiment adapter le suivi, adapter la façon dont on travaille avec elles, justement pour pouvoir faire en sorte que ça se passe bien. Être prévoyant, organiser et documenter au maximum, ça c'est ce que je disais en tout début, c'est être prévoyant, c'est vraiment
s'organiser. Un recrutement à distance ne se fait pas de la même façon qu'un recrutement en physique, comme ça peut être le cas le reste de l'année. Tout comme l'onboarding, c'est pas la même chose d'onboarder une personne à distance qu'en physique. Donc, d'où l'importance vraiment de le préparer. Limiter le sentiment d'isolement. Quand je dis sentiment d'isolement, c'est dire, par exemple, la personne, en fait, elle est chez elle. OK, elle a démarré hier matin dans l'entreprise et là, elle est seule chez elle et ça y est, elle est dans l'entreprise, mais elle n'y est pas vraiment puisque physiquement, elle n'est pas là, en fait. Donc, c'est ce que je disais, hein, toutes les petites techniques pour essayer de faire en sorte que la personne se sente vraiment intégrée dans l'entreprise. Favoriser les discussions informelles, on en a déjà parlé plusieurs fois. Tenir compte de l'environnement de travail, forcément aussi, c'est un point hyper important. On s'en est rendu compte aussi. On a des candidats aujourd'hui qui ont démarré chez des clients et qui se retrouvent avec les enfants à la maison et pour qui c'est pas évident finalement de gérer les deux aspects, le côté travail et le côté vie familiale. Donc là, en l'occurrence, c'est des solutions qui ont été trouvées avec les entreprises. C'est soit de proposer de l'aménagement de temps, donc c'est-à-dire faire du temps partiel, travailler un peu moins que à la normale, pour que la personne puisse aussi s'occuper des enfants et être moins dérangée que si elle travaillait une journée complète en télétravail avec les enfants à côté, quoi. Surtout dans les cas où on a je prends l'exemple des personnes qui vivent en ville ou notamment à Paris, où on a des surfaces des fois parfois restreintes, hein, bon, le cliché parisien du petit appartement, où il faut justement s'adapter. Et je terminerai cette partie-là par une phrase en gros de Thibaut Alzière, d'eFounders, qui est en gros un startup studio avec de superbes références de réussite d'entreprise. Lui, ce qu'il conseille aujourd'hui, c'est de prendre le pouls et adopter une posture bienveillante. Et ça, c'est vraiment les mots d'ordre aujourd'hui qu'on doit avoir quand on onboard une personne à distance. C'est systématiquement savoir comment ça se passe pour elle et être bienveillant. On peut pas avoir la même exigence d'une personne quand dans ce contexte qui est le contexte actuel aujourd'hui que ça pouvait être le cas par exemple il y a 3 mois quand on démarrait à distance. Globalement, je pense avoir fait le tour un peu des sujets. Je voulais pas surcharger volontairement le contenu, même si c'est peut-être le cas selon certains. L'idée là, c'est plus d'échanger de vive voix, si certains le souhaitent, de parler un peu de cas qui a pu vous arriver, de répondre à vos questions si vous en avez, et surtout de partager des expériences aussi. C'est hyper intéressant pour ceux qui en ont, pour qu'on puisse voir un peu et discuter de ce qui est bien, pas bien, et des alternatives. Merci Romain. Du coup, je voulais voir un petit peu avec les personnes présentes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que Romain a pu vous montrer? Est-ce que vous avez des cas concrets à partager? N'hésitez pas à participer ou envoyer ou mettre une question sur le chat. Alors, en attendant de voir s'il y a des personnes qui veulent se dévouer. Est-ce que du coup, Romain, toi, tu vois si c'est une bonne période en ce moment pour recruter? Ouais, c'est ce que j'allais te demander, ouais. Alors pour répondre à ta question, Marie, sur le côté période, c'est un peu la question que j'ai posée en début justement du webinar. En fait, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Pour le coup, c'est pas forcément une moins bonne période que d'habitude, puisqu'on a pu voir qu'il y avait aussi des candidats qui peuvent répondre. Nous, en l'occurrence, sur Urban Linker, on arrive à pas mal à recruter au final, malgré ce qu'on pouvait imaginer en début de mois. Et en fait, la question à se poser quand on est une entreprise, c'est de savoir déjà, est-ce qu'on est en mesure de le faire? Est-ce que forcément on a la trésorerie? Est-ce que ça représente un risque de le faire ou pas? En revanche, si aujourd'hui la question c'est plus de se dire on a les moyens de le faire, mais on a peur un peu de la période parce que justement on est à distance et parce que il y a de l'incertitude. En fait, il faut pas avoir peur de ça. On l'a vu là un peu dans la présentation. Il existe des tas de solutions aujourd'hui. J'en ai énuméré certaines, mais il en existe encore d'autres pour pouvoir justement gérer un process de recrutement et onboarder des personnes à distance. Donc là, moi, si je devais répondre à la question, je dirais plutôt
Est-ce que c'est une bonne période? Oui et non. Si je devais faire une citation, c'est je pense pas qu'il y ait de bonne ou mauvaise situation, de bonne ou mauvaise période. Là, c'est vraiment propre à chacun, propre à chaque entreprise. Vraiment, le sujet, il est plus pour moi au niveau de comment on met en place les moyens pour recruter, comment on peut faire en sorte que ça se passe bien, comment on peut améliorer l'expérience candidat et comment on s'organise en amont, quoi. Et est-ce que du coup, Et tu as beaucoup de personnes d'entreprises qui te demandent qui te disent, moi j'attends le déconfinement pour pouvoir commencer à recruter. Après, le déconfinement est censé être le 11 mai, mais on ne sait pas encore exactement à quelle vitesse. Mhm. Si tout le monde va retourner au travail, du coup, qu'est-ce que tu leur conseillerais dans ce Alors, cas-là? aujourd'hui, on a deux cas, en fait, justement, sur le côté déconfinement. On a les entreprises qui mettent en stand-by complètement les recrutements jusqu'à la fin du confinement et qui donc décident de ne même pas lancer de process de recrutement pendant cette période-là. Et on a les entreprises qui continuent de gérer des process de recrutement, mais qui ne prennent pas de décision d'ici la fin du confinement. Justement parce elles veulent absolument passer par l'étape de l'entretien physique. Pour le premier cas, en fait, je renvoie à la première question en fait que tu m'as posée, Marie, c'est dire c'est propre à chaque entreprise. En gros, la question, enfin, si elle doit être rassurée, c'est se dire en fait, il y a aujourd'hui, on a les outils nécessaires, on a tout ce qu'il faut à notre disposition pour pouvoir recruter à distance. Donc là-dessus, attendre la fin du confinement, c'est une stratégie, mais partons du principe que s'il y a des exigences en termes de projets, en termes d'évolution, etc., d'entreprise, ben, décaler le process de recrutement, c'est aussi décaler l'arrivée de nouvelles personnes dans la société. Mm. Et là, avec le contexte actuel, avec les durées de préavis, etc., si on décale à la fin du confinement, on va se retrouver avec des personnes qui arrivent pas avant septembre, éventuellement d'ici la fin de l'année. Dans le deuxième cas, les personnes qui veulent absolument valider à l'issue de la période de confinement, euh, moi, j'aurais tendance à être plutôt contre, dans le sens où, en fait, il y a potentiellement une grosse perte de temps si jamais la personne, en fait, on fait le process de recrutement et on se dit on valide le recrutement à la fin de la période de confinement. Mais en fait, peut-être que le candidat, entre-temps, il va continuer ses process de recrutement et il va tomber sur une entreprise qui accepte de le recruter pendant cette période-là. Et au final, on aura fait tout un process de recrutement inutile parce que la personne sera partie ailleurs. Alors qu'au final, on a vu qu'il était possible de recruter, de faire des process de recrutement tout à distance. Et aujourd'hui, si ça peut rassurer certaines entreprises, il y a des entreprises qui fonctionnent sur du recrutement 100% remote, donc 100% à distance, et qui intègrent des personnes à distance. Donc c'est possible. Et il y a des entreprises, des belles réussites françaises aussi qui fonctionnent comme ça. Je parlais d'e-Founders tout à l'heure. Thibaut Alzière notamment recommande justement le recrutement pour certains profils en remote. Donc, il n'y a pas forcément de validation physique qui peut se faire. Il y a des entreprises qui recrutent à l'international aussi. Pour moi, je dirais, c'est pas forcément une bonne chose si la raison, c'est vraiment la validation physique, la validation de l'entretien en physique, parce qu'on peut le faire d'autres façons. Okay. Moi, je rebondis parce que tu parles beaucoup d'outils. Tu as parlé de Trello tout à l'heure pour Oui. la gestion du process du recrutement. Mais tu n'aurais pas d'autres outils, même notamment en termes d'ordi, en fait, parce que à distance, moi, par exemple, j'aurais pas forcément d'idées d'intégration de collaborateurs, et pourtant, je sais que je bosse dans le web depuis longtemps. Là, tu vois, c'est un gros questionnement. Quels outils je peux utiliser pour intégrer convenablement mon collaborateur que je viens de recruter, quoi. Je trouve que, voilà, et d'autres outils tout le long de ce process, avant, pendant et après, moi, je suis preneuse. Je trouve que la boîte à outils, elle est intéressante.
Oui. Pour ce qui est si on parle de la notion d'onboarding, s'il y a un outil vraiment qui aujourd'hui ressort et là-dessus c'est évident, c'est l'outil de Visio, hein, celui qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui, qui permet en fait de reproduire entre guillemets le côté un peu réel de la situation. Euh, donc ça, c'est vraiment l'outil indispensable. Et j'insiste sur la visio, puisque aujourd'hui, on peut aussi tomber dans le côté téléphone, parler, voilà, on a tendance parce que c'est plus simple de téléphoner, ça va plus vite, etc. En fait, je pense qu'il faut faire l'effort dans cette période de justement d'allumer sa caméra et de faire en sorte que justement les personnes se voient physiquement. C'est assez marrant dans notre entreprise, il y a un de nos collaborateurs qui a animé une petite vidéo en disant habillez-vous tous les jours, justement habillez-vous pour essayer de reproduire un peu ce qu'on vit dans le quotidien. Voilà, la visio pour moi c'est un peu ça aussi, c'est ne pas avoir peur aussi de se montrer et d'échanger comme ça, parce que c'est comme ça aussi qu'on crée du lien. Après, en termes d'outils à proprement parler, j'ai pas réellement d'outils à conseiller, moins que quelqu'un d'autre ait des idées à proposer sur l'onboarding, du moins. En tout cas, à part potentiellement trouver des activités annexes comme des jeux de société, je sais pas, du poker ou des choses comme ça. Ça peut être des choses qui peuvent être sympas si voilà, à mettre en place en entreprise. Après, si on parle d'outils à proprement dit pour la collaboration, pour moi aujourd'hui, il y a trois types d'outils qui ressortent. Le premier, c'est ce qu'on a dit, la visio, puisque ça permet vraiment d'échanger au quotidien. Et je pense que c'est pas mal d'avoir un rythme qui est fréquent. Nous, en l'occurrence, chez Urban Linker à Lyon, avec l'équipe, on fait des visios matin et soir pour lancer et clôturer la journée. En fait, on fait un petit brief sur ce qui va se passer aujourd'hui et à la fin de la journée, on fait un petit débrief justement de ce qui s'est passé. Et ça permet aussi de mettre des limites sur la journée, parce que le télétravail aussi, on peut se poser la question en fait, on est chez soi, on est aussi sur notre lieu de travail et à la fois sur notre lieu de vie. L'idée, c'est d'essayer de mettre un maximum de barrières. Et nous, via ces visios-là, on arrive à poser ces barrières. Le deuxième type d'outil, ça va être l'outil de gestion de projet qui permet justement de travailler simultanément sur des projets. Donc, je parlais de Trello, mais il en existe d'autres. Il y a Monday, il y a Airtable, etc. Et la dernière chose, c'est pour moi la solution de travail collaboratif ou la solution de communication type Slack, type Telegram, type TalkSpirit par exemple, qui sont des outils aujourd'hui qui permettent qui sont une alternative aux mails pour pouvoir avoir des discussions instantanées avec des personnes, pour pouvoir parler en groupe sur des sujets, etc. Je pense que c'est aujourd'hui des solutions qui ont été adoptées par une majorité d'entreprises justement dès l'annonce du confinement. C'était déjà le cas dans les startups parce que voilà, c'était la culture qui était déjà comme ça. Mais aujourd'hui, nous, on se rend compte que via ces outils-là, la visio, la gestion de projet et tout ce qui est les outils de chat, collaboration interne, déjà, ça nous permet de faire énormément de choses et de couvrir 90% des tâches qu'on ferait au quotidien, quoi. Et alors, Romain, il y a Paul qui a posé une question. Qu'est-ce que vous recommandez lorsqu'on recrute un candidat pendant cette période pour s'assurer que l'échange est maintenu jusqu'au démarrage? En ayant fait tout un processus en visio, il a l'impression que le lien est un peu moins fort avec ses candidats qu'en période normale. Mm. Là, je renvoie un petit peu à la notion de pré-onboarding, ce dont on parlait, donc préparer l'arrivée de la personne. Et là, c'est toujours maintenir le lien au maximum avec la personne, et aussi, comme je disais, de nommer un référent sur le recrutement ou un parrain. L'idée, c'est que la personne puisse contacter régulièrement le candidat qui va rejoindre l'entreprise pour s'assurer que tout se passe bien pour lui, pour prendre des nouvelles aussi, pour et ça c'est important aussi pour l'informer que son arrivée est attendue au sein de l'entreprise, que tout le monde est en train de se préparer à son arrivée, donner à la personne vraiment le feedback que l'entreprise est enjouée à l'idée à ce que la personne les rejoigne, quoi. Ok. Est-ce que Paul, vous avez d'autres questions par rapport à ce point?
Pas de réponse. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors, attends. Merci pour la réponse. Je suis en phase avec ça. Ok, parfait. Est-ce que il y a d'autres personnes qui ont des questions avant qu'on termine ce webinaire? Non? De toute manière, on va aussi envoyer cette présentation. Je pense que Tiffany a les emails de tout le monde à la suite, à la fin de ce webinaire, et on mettra la vidéo en replay sur la chaîne YouTube d'Urban Linker à la fin. Oui, tout à fait. On reverra le lien et du webinaire parce qu'il a été enregistré et puis la présentation à tous les inscrits. Alors attends, on a avec nous des REX d'entreprises qui ont une étape de leur processus habituel impérativement en présentiel. Alors, la question, c'est quoi, pardon? Alors, des expériences, j'imagine, des expériences d'entreprises qui ont une étape de leur processus habituel impérativement en présentiel. Parce qu'il y a des gens qui... ouais. C'est-à-dire comment on gère cette situation-là où voilà, où il y a des étapes en présentiel. En fait, c'est ce que je disais sur le côté par rapport à une question qui a été posée sur le cas où les entreprises veulent absolument attendre la fin du confinement pour valider le recrutement, parce qu'il y a justement cette étape. Là-dessus, comme je le disais, en fait, c'est partir du principe qu'aujourd'hui, alors ça dépend des secteurs d'activité, mais si je me fie au secteur digital dans lequel on travaille, le monde un peu startup tech, etc., a priori, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut en termes d'outils et vraiment de pratiques, de façon de travailler qui font qu'on peut justement gérer l'ensemble du process de recrutement à distance. Il va y avoir des cas certainement où il doit y avoir potentiellement des tests qui doivent se faire en physique. Alors là, oui, c'est peut-être, je prends l'exemple aussi des commerciaux où parfois, quand on recrute un commercial qui va travailler sur le terrain, qui va être au contact des clients, c'est vrai que c'est un peu, comment dire, paradoxal d'embaucher une personne en virtuel alors qu'elle va être en physique avec des clients. Ça après c'est enfin j'ai envie de dire c'est au bon vouloir de chaque entreprise. Si pour moi les entretiens sont bien menés, que plusieurs personnes sont intervenues dans le process de recrutement et que la personne a été validée par une majorité des personnes, hein, s'il y a 4 à 5 personnes qui ont validé la personne qui va les rejoindre, a priori on limite au maximum le risque de faire une erreur dans le process, quoi. Après, si on veut faire cette étape de validation, on sait qu'on s'expose au risque que on perde la personne en fait en cours de route aussi. Ok. Bah écoute, super. Ah, c'est ce que... Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Non, j'ai l'impression que non. Écoutez, en tout cas, merci à tous d'avoir écouté le webinaire et on va pouvoir le relayer après sur nos réseaux sociaux et les réseaux de la cuisine du web pour que vous puissiez le faire partager aux personnes qui potentiellement seraient intéressées, qui n'auraient pas eu le temps de participer à ce webinaire. Merci. On peut peut-être juste poser une dernière question. Je pensais, mais quelle thématique, ou en tout cas focus, vous là, les personnes présentes, toujours sur le thème du recrutement, vous aimeriez creuser en fait un truc très général, un peu comme on vient de le faire là, en tout cas pour le recrutement à distance, etc. Ou quelque chose d'un peu plus focus pour nous aider aussi à imaginer un autre webinaire peut-être plus proche de vos attentes ou je ne sais pas. Vous pouvez le mettre dans le chat. En fait, c'est toujours intéressant d'avoir voilà, vos envies et vos attentes aussi par rapport à ce sujet, je trouve. Ouais. Voilà. Le travail du pitch. Ok, du pitch au candidat. C'est ça, Sandrine? Ouais, candidat, je pense. Ouais.
Ok. D'accord, on note ça. Ouais. Ok. Bah, n'hésitez pas en tout cas. Ok, travail de piège. Marion, vous êtes plutôt côté entreprise ou candidat là quand vous dites j'ai eu les informations que nous cherchions, merci beaucoup. Oui, bonjour, j'ai activé mon micro. Vous m'entendez? Ah oui. Mhm. Très bien. Oui, donc c'était plutôt, voilà, côté entreprise. C'est vrai que nous, on réfléchissait au démarrage du process de recrutement pour un profil dev. Et voilà, donc on se demandait s'il était nécessaire de mobiliser des outils comme Welcome to the Jungle. Et bon, vu ce qui s'est dit là, je pense qu'on va plutôt établir un panorama des différents profils et on attaquera une phase plus concrète à la fin du confinement, parce que c'est vrai que la formation à distance sur le télétravail, on n'est pas sûr que ça fonctionne très bien. Donc on va plutôt attendre la fin du confinement avant de concrétiser et d'établir des signatures. Ok. Oui, alors après, il y a la possibilité aussi de recruter à distance, sachant qu'il y a toujours un laps de temps aussi avec le côté préavis qui est à prendre en compte. En fait, acter un recrutement maintenant, c'est potentiellement un démarrage d'un candidat en 3 mois. Donc là-dessus, pour répondre à ta question de Marion, je pense que comme tu dis, oui, il faut être. En fait, si on se lance dans le recrutement, dans ce contexte-là, il faut quand même l'avoir un peu mûri en amont et l'avoir préparé. C'est un peu l'objet aussi du webinar qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, d'être sûr que la personne va démarrer dans les bonnes conditions. Ça, s'il y a vraiment une chose à faire, à privilégier, c'est voilà, le fait que la personne démarre dans les bonnes conditions, que ce soit à distance ou en physique. Pour répondre à la question du côté Welcome to the Jungle aussi, je pense que c'est une bonne chose. Welcome to the Jungle, c'est un super outil justement pour créer une page entreprise. Et je trouve que c'est pas mal parce que ça met les entreprises sur un pied d'égalité en termes de projet, de visibilité, chose qui n'est pas vraiment le cas, notamment sur des job boards type Indeed ou autre, où les entreprises qui ont des moyens peuvent sponsoriser aussi les offres et être plus visibles. Welcome to the Jungle, c'est un bon outil. Ça l'est d'autant plus s'il y a beaucoup de recrutements, s'il y a quand même une série de recrutements ou des recrutements continus. Nous, on l'utilise chez Urban Linker pour le recrutement interne, parce qu'on recrute, on va dire, tout au long de l'année des consultants en recrutement chez nous. En revanche, je le recommanderais moins pour une entreprise qui a besoin peut-être d'un seul profil dans l'année, parce que en termes de coût, ce sera pas forcément la meilleure chose à faire. Peut-être qu'il vaut mieux optimiser peut-être avoir recours à un cabinet ou autre pour justement ce profil particulier. D'accord, très bien. Oui, c'est vrai que je me suis aussi posé la question, côté candidat, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'ils sont actifs? Est-ce qu'ils recherchent des offres? Ou est-ce que l'activité, c'est un petit peu amoindri? C'est ce que je disais en fait en début. On a observé qu'il y avait eu une sorte de coup d'arrêt un peu de l'activité de recrutement, aussi bien sur le côté entreprise que candidat au début du confinement. Et nous, en fait, nous-mêmes, en tant que recruteurs, on savait pas trop en fait comment aborder les candidats, parce qu'on se disait qu'on avait peur de renvoyer une image un peu de requin qui profite de la situation. Or, c'est pas le cas en fait. On est là pour on est là pour accompagner nos clients dans leur démarche de recrutement. Dans la mesure où ils ont continué à recruter, on continue à faire notre travail. Et en fait, on s'est rendu compte au final qu'on avait l'opposé de ce qu'on pouvait imaginer. On n'avait pas de mauvais retours de la part des candidats, et qu'au contraire même les candidats sont plus disposés à échanger, puisqu'ils ont forcément un peu plus de temps, étant donné qu'ils sont en télétravail. Je dirais que c'est pas plus facile de recruter pour autant pendant cette période, notamment si on parle des profils développeurs, qui sont des profils très recherchés par toutes les entreprises. Néanmoins, c'est pas une moins bonne période que à l'habitude, que 3 mois avant le confinement ou en été, ou etc. Donc
voilà, en termes de candidature, ce que je disais, c'est qu'il n'y avait plus trop de candidatures dès l'annonce du confinement. Et là, depuis peu, ça commence à repartir, tout comme l'activité, en fait. On a vu que les levées de fonds des grosses startups sont reparties depuis la semaine dernière. Là, il y a Alan qui a levé 50 millions en début de semaine. Donc pour le coup, c'est aussi, ça renvoie l'image aussi que le marché reprend, que voilà, que les entreprises continuent de vivre, de fonctionner, et que a priori, ça doit être la même chose sur le marché du recrutement. Et le fait qu'une entreprise recrute, c'est ce que je disais aussi sur le fait de communiquer là-dessus, ça renvoie aussi une bonne image auprès des candidats. Ça veut dire que l'entreprise est solide, ça veut dire que l'entreprise fait face à la crise et que a priori elle a les moyens de recruter, et le recrutement, en fait, c'est vraiment, pour moi, un symbole de l'entreprise va bien, quoi. L'entreprise va bien, est en croissance, c'est super, quoi. Très bien, merci. Avec plaisir. Eh ben, est-ce qu'il y a d'autres questions? Tiffany, tu voulais poser une autre question, ou est-ce qu'on est bon? Non, écoute, moi je suis plutôt pas mal, et puis tu as répondu effectivement. Moi j'en avais par ailleurs, parce que moi je vais avoir besoin plutôt de recruter un ou une stagiaire, et pareil, on va s'y mettre là en mai, mais bon, là c'est plus pour des problématiques de projection financière plutôt qu'autre chose. Voilà, mais effectivement. En tout cas, merci beaucoup parce que ça nous a éclairé, et j'espère vous aussi, sur tout un tas de questions qu'on se posait. Et puis de toute manière, on va relayer tout ça auprès des inscrits. C'était super. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Très bonne journée. Plaisir. Merci à vous, et curieux d'avoir vos feedbacks. Ouais. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.